Notre invité, et oui, est là, Grégory Zawi, le cerveau des rois de l'arnaque, est là avec nous sur Instant Geek. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir, nous recevons l'incroyable, le cerveau, l'homme, Grégory Zawi. Bonjour Grégory, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci de me recevoir. Alors Grégory, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous devez être en majorité, pour ceux qui nous regardent quand même dans Instant Geek, vous devez le connaître car il a sa vie sur Netflix. On l'a dit d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Vous avez été curieux de savoir justement pourquoi Grégory viendrait aujourd'hui. Eh bien tout simplement parce que pour nous, à la fois, il a incarné évidemment une vie, on va dire incroyable dans le sens peu croyable, voilà. Atypique. Atypique, voilà, réellement atypique. Et d'ailleurs, on vous invite à regarder Les Rois de l'Arnaque sur Netflix, justement. C'est sorti depuis le 3 novembre pour que vous compreniez la vie de ce jeune homme qui vient nous voir aujourd'hui. Mais moi, la vraie question que j'avais envie de te poser, je me permets de te tutoyer si ça te dérange pas, Aucun problème. c'est tout simplement de me dire, mince, c'est incroyable, tu as vécu des choses extraordinaires. Et tout d'un coup, tu as ta vie sur Netflix. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois arrivé comme ça à être sur Netflix aujourd'hui? Alors d'abord, je m'y attendais absolument pas, parce que ça a été fait dans un contexte où on m'a approché, j'étais en cavale à Paris. D'accord. C'est Marco qui m'a téléphoné de la prison d'où il était. Il m'a dit, écoute, il y a un producteur qui voudrait faire un documentaire sur notre histoire. Est-ce que tu peux le rencontrer ? J'ai été rencontrer ce monsieur à Paris, je rasais les murs, j'avais une casquette sur la tête, j'avais aucun moyen de communication pour éviter de me faire repérer. Et puis, ils étaient deux, il y avait le producteur et le scénariste, qui est monsieur Olivier Bouchara, qui est directeur du magazine Vanity Fair, et qui me parle d'un projet. Ils m'ont dit, voilà, on va faire un documentaire sur l'histoire du carbone, sur vous, sur Marco et sur tout ce qu'il y a eu autour. Est-ce que vous voudrez participer ? Alors, si vous êtes en cavale, c'est un peu original de se dire... Non, il connaissait mon histoire. Il savait, je leur avais dit, voilà, je suis en cavale, je dois aller faire une peine de prison encore, je dois terminer ma détention. Et à cette issue-là, pourquoi pas ? Enfin, c'était ce qui était dit. Ils m'ont dit de toutes les manières, on attend. Oui, donc c'était en fait avant, justement, avant d'être allé en prison, tu les avais rencontrés déjà. Exactement, avant. je les ai rencontrés courant vers automne 2018, exactement. D'accord. Donc ils m'ont dit, écoutez, de toutes les manières, en fait, ils nous ont fait une proposition qu'on n'a pas pu refuser. Pas financière du tout, parce qu'on n'a pas été payé. C'est un documentaire, donc c'est des interviews. On n'a pas gagné. Il ressemble à un film. Hein. Tout le monde dit que c'est un film. Enfin, pardon, mais Oui, mais voilà. ça reste un documentaire, parce qu'il ne faut pas mélanger des genres. Oui. Oui. Nous, on a eu un contrat, c'est un documentaire. On n'a pas eu... on n'a pas eu de cachet, on n'a rien eu du tout. On n'est pas payé pour le nombre de vues qu'il y a aujourd'hui, plusieurs... je crois que vous avez dépassé les 5,5 millions de vues. Là. Ouais, rien qu'en France, oui, Ouais. absolument. On ne s'attendait pas du tout à ça. Bref, donc il me dit, de toute façon, avec ou sans vous, on va le faire. Donc c'est mieux que vous puissiez intervenir pour donner votre avis, ce que vous pensez, ce que vous avez à dire. Ouais. On vous laisse la parole totalement libre. Et puis voilà, réfléchissez. Vous avez un droit de regard après ? Non, zéro. Ouais, ça se voit que dans le film. Que Non, il y a pas de rien de droit ça. de regard. Non, rien du tout. Vous dites ce que vous Est-ce voulez qu'on au peut tournage dire, et on du peut coup, monter pardon, après. Est-ce qu'on peut dire du coup que quelque part, pardon de le dire comme ça, mais c'est parce que je trouve que ça fait la blague d'une certaine façon, est-ce que vous vous êtes fait escroquer ? Lésé peut-être, mais... Non, parce que dans la vie, il faut assumer ses choix. D'accord. Vous voyez, quel qu'il soit, moi j'ai assumé les miens et ça aussi, ça fait partie de mes choix. À partir du moment où j'ai signé, où j'ai accepté Oui. de le faire et que c'était gratuit, bon, après, ça aurait pu ne pas marcher du tout. Pour moi, c'était un truc qui allait... ça allait être un 7 à 8, vous voyez. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir ce déferlement d'intérêt pour nous, pour deux types qui sortaient de prison, avec un bracelet, parce que quand on a tourné le film, on avait un bracelet électronique à la cheville. Mais Il faut le attendez, savoir. pardon, parce que la question que tu poses, c'est pas est-ce que c'est lésé dans les propos, est-ce qu'ils ont déformé des propos, parce que c'est pas l'histoire d'être payé ou pas. Non, en fonction complètement. du succès, Ouais. mais est-ce que ils ont trahi vos propos en fait, c'est ça la question. Non, absolument pas. Déjà, Non. ils ont été Voilà. honnêtes Ils ont sur été le honnêtes, ouais. montage. Non, complètement. Ok. Non, tout ce qui a été dit, c'est comme ça que ça s'est passé. J'en ai même dit plus, moi, en ce qui me concerne. Et il y a des choses qui ont été coupées. Pour des raisons d'actualité. C'est que il y a une scène où... la scène où Marco est à la station-service. Moi, normalement... il y a une scène où... moi, j'arrive à ce moment-là et on se croise et on engage une conversation. Et puis, on parle de quelqu'un. Marco me fait parler de quelqu'un qui m'était proche.
Et à ce moment-là, le réalisateur Guillaume Niclou, qui est un réalisateur formidable, On t'entend, hein, on t'entend. qui a été un réalisateur formidable, il fait avec son pouce, vas-y, envoie la purée. Et ce qui s'est passé, c'est que l'actualité nous a rattrapés entre-temps, c'est que cette personne est devenue quelqu'un de très important et ça a dû être coupé. D'accord. Alors on va en profiter pour mettre les images des rois de l'arnaque justement en même temps parce qu'on a pris la bande-annonce du film. Moi, pour moi, c'est un film, hein, vraiment, je le dis, très réussi d'ailleurs. Merci. Chapeau pour c'est un document en tout cas. Oui, un document, mais il faut dire que c'est un documentaire. J'avais mis le son pour une fois dessus. Donc là, vous avez vu Marco Mouli. Et alors, toi, tu es considéré, d'ailleurs, on le voit là, juste à l'image, là, tu es considéré comme justement le cerveau, à proprement dit. Est-ce que, on est quand même sur un sujet qui est grave. Je pense que d'ailleurs, tu le montres bien dans le film que c'est quelque chose que si tu devais le refaire, tu le referais pas. Absolument, je le referais absolument pas. Bien évidemment. Mais est-ce que tu arrives à comprendre que lorsque justement les geeks et aujourd'hui le peuple français finalement c'est pas qu'il vous en tient pas rigueur, c'est pas le souci, c'est qu'en fait quand il découvre votre histoire sur le moi il y a deux mots qui reviennent. Le premier c'est de me dire Ocean Eleven, ça c'est le premier point, c'est-à-dire ce sont les Ocean Eleven français. Alors sachant qu'il y a deux parties, hein, je tiens à préciser, il y a vraiment la partie en fait justement à Grégory qui est vraiment sur cette ingénierie financière sur lequel, et puis il y a une partie un peu plus sombre. On n'a pas trop envie d'en parler ici à proprement dit, justement avec Minran qui est là à l'antenne. Et là, voilà, c'est parce que l'histoire est complexe et longue justement. Et c'est vrai que et pas abouti pour ce volet-là en tout cas. Et pas abouti, oui, voilà. Et puis d'ailleurs, si on a cru comprendre certaines informations que nous on a eues de notre côté, l'histoire n'est pas finie pour lui, de toute façon. Mais quelque part, la sensation que les gens ont eu, c'était tout d'un coup, un peu une sorte de Robin des Bois. C'est-à-dire tout d'un coup, ce sont en fait des gars de Belleville qui étaient des bosseurs dans la téléphonie ou qui faisaient quand même des choses où c'était. Et puis tout d'un coup, ils ont eu accès à quelque chose auquel théoriquement c'est la finance internationale qui y a accès. Ils ont découvert une faille. Ils ont découvert une faille. Ça, surtout. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au début du reportage, on marque bien qu'il y a, je crois que tu es le 21e dans la liste. Alors moi, j'étais le 21e inscrit sur cette fameuse. Il y avait bourse. des institutionnels quand même. Alors aussi. devant moi, il y avait des banques, des institutionnels et des installations. C'est-à-dire des pollueurs. Ouais, alors pourquoi les banques étaient là ? J'étais le premier broker parce que les banques aussi, elles avaient dans leur desk, elles avaient ouvert un département de traitement des quotas carbone. Bon, mais donc du coup, pourquoi ? Pour faire aussi du business. Pour faire totalement. Voilà. Donc c'est faire de l'argent sur du carbone aussi. Absolument. D'une certaine façon. Parce que ce que je veux dire, c'est que du coup, on a eu la sensation quand même qu'il y avait deux poids, deux mesures sur le traitement. C'est-à-dire que il y avait toi qui était finalement pas un institutionnel, qui était seul en fait à proprement dit. Puis il y avait quand même des gens qui n'avaient rien à voir avec la taxe carbone qui étaient quand même là. Et c'est pour ça que je disais qu'avant c'est peut-être une faille, mais une faille qui profitait mais vraiment je préfère le dire, qui profitait finalement à la finance internationale. Et là, tout d'un coup, en fait, des gars de Belleville ont réussi à profiter de ça. Ouais, moi, je suis pas de Belleville, je suis de Pantin. Non, mais c'est à côté. C'est Marco, ouais. Je disais ça. Non, mais c'est les gars de la finance. Oui, absolument. Ils ont créé. Des grandes banques ont créé effectivement des desks pour pouvoir trader sur ces marchés-là. Ils n'avaient pas l'intention certainement de détourner la TVA qui avait été mis en place dessus. Moi, j'ai vu ça le premier, avant tout le monde. Je l'ai donné à deux personnes qui n'ont pas été très sympas, qui eux l'ont pas sympa avec moi parce qu'ils m'ont un peu doublé et puis ils sont partis le divulguer à droite, à gauche. Et c'est parti dans tous les sens jusqu'à que ce soit tombé dans les mains de Marco, qui lui a fait ses affaires de son côté, les fameux 200. Avec Samy, avec Minran. Voilà, Samy, je le connaissais sans le côtoyer. L'autre, je le connais absolument pas. Je le connais pas du tout, on se connaissait pas. Et quant à moi, je faisais mes affaires dans mon coin où j'étais moi directement trader, c'est-à-dire j'ai pas besoin de passer par des intermédiaires comme Marco l'explique et le faisait. Moi, j'étais en direct, je faisais mes affaires tout seul. Et par contre, moi, en termes de dégâts financiers, j'ai fait bien plus que 283 millions. Oui. Ouais, et d'ailleurs, ils n'ont pas pris ça en considération pour le film, parce qu'ils ont dit déjà 283 millions, c'est énorme. Les gens qui vont regarder ça, si on leur parle en milliards, c'est très dur à réaliser. En fait un milliard, parce que attention. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est plus d'1 milliard de TVA, c'est-à-dire 20% de. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais.
Voilà. Oui, En fait, c'est des sommes qui nous paraissent irréalistes pour rien que pour moi. Je suis en mode quoi? Non, il peut pas y avoir autant de zéros après un nombre. C'est pour ça qu'ils sont arrêtés à 283 millions. Mais la réalité, elle est encore. 283 millions, c'est vrai, c'est l'affaire de Marco. Mais mes dossiers à moi, c'était encore bien au-delà. Ouais. Okay. Mais en dehors de ça, parce que quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose d'illégal, c'est pas non plus. Enfin, je comprends qu'on peut être fier. Je vous explique. Non, fier, non, j'ai aucune fierté à ce que j'ai fait. Non, pas du tout. Hein. Si c'était à refaire, je le ferais absolument pas. Et je déconseille à tous les gens qui veulent essayer de faire la même chose, pas dans le carbone parce qu'il n'y a plus de TVA, mais dans d'autres produits matériels ou immatériels, de ne pas s'aventurer à ça, c'est... Pardon de poser la question. Alors, ici, on a l'habitude de parler très cash. On n'est pas sur le politiquement correct. Enfin, moi, je n'ai pas envie de demander combien tu as gagné, quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas de parler de cette partie-là. Non, mais je sais pas moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, quand on peut faire des coups, on peut comprendre la tentation quand même des gens. Enfin, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que quelque part, si c'était pas à faire, j'ai envie de te dire pourquoi tu l'as fait alors du coup. Tu vois, sans aucune méchanceté. Non, bien sûr, bien évidemment, la tentation, elle a été forte. Et puis surtout, moi, mon problème que j'ai eu, si vous voulez, c'est j'ai mal évalué la fin. Les conséquences, oui. Les conséquences, non, parce que moi, je connaissais tellement les failles de ce système, je les avais tellement bien comprises, que je m'étais dit, le jour où ça va éclater, la Caisse des dépôts, elle est tellement impliquée dans sa manière d'avoir pu nous donner, comme ça, nous envoyer des milliards sur des paradis fiscaux à travers les quatre coins du monde pendant plus d'1 an, ça a duré. Je me suis dit, le jour où ça va éclater, c'est tellement scandaleux qu'ils vont mettre la poussière sous le tapis, quoi. C'est pas possible. Et là, j'ai fait une erreur d'évaluation par rapport à ça. Et la justice s'est mise en marche. Est-ce que c'est pas parce que, pardon, je me permets, est-ce que c'est pas parce que tout d'un coup, on va dire que tous ces gars de la finance internationale se sont sentis insultés de voir que finalement, ils se sont fait avoir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ego aussi derrière ça, de se dire, parce que, pardon, c'est pas ici qu'on va dire ça, mais aujourd'hui, des passe-passe sur comment optimiser fiscalement, comment échapper à l'impôt, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu as parlé de paradis fiscaux ou quoi que ce soit, oui, on peut se poser la question, comment une institution gouvernementale peut balancer des milliards en Chine qui n'est pas signataire en fait, de Kyoto, et payer des factures françaises avec la TVA française dessus en Chine, enfin, c'est sur des quotas carbone. Et ça a duré très longtemps. Si ça ne les a pas choqués, c'est peut-être parce que justement c'est normal pour eux aussi d'une certaine façon. Non, on peut je aussi pense se poser la question dans le sens. Je pense qu'ils ont été totalement incompétents. Totalement incompétents, dépassés. Il y a, comment il s'appelle, le président de la Caisse des dépôts de l'époque, qui s'appelle Augustin de Romanet. Il avait envoyé au mois de janvier, alors que en janvier 2009, alors qu'on avait commencé en printemps 2008, mars-avril 2008, les transactions. Seulement en janvier 2009, il envoie une lettre à Christine Lagarde pour lui dire qu'il y a effectivement un tas de mouvements suspects, des mouvements exponentiels sur les marchés quota carbone, et c'est resté comme ça, sans suite. La lettre, elle est dans les dossiers, elle existe, cette lettre. On pourra vous la communiquer si vous le souhaitez. Donc, pour moi, même lui, il essaye de se couvrir comme ça, ce monsieur. Bon, je peux essayer de comprendre, mais en vrai, il n'avait pas besoin d'appeler la police. C'était le banquier, c'était lui. Il pouvait fermer les robinets, dire qu'est-ce qui se passe. Il n'avait pas besoin, et c'était terminé. Il n'y avait plus besoin d'appeler qui que ce soit pour éviter de faire les fax, surtout de suivre nos ordres, parce qu'à l'époque, c'était par fax. Il n'y avait pas d'internet pour faire les virements. On leur envoyait des instructions par fax. D'accord. Et on leur disait, voilà, payez-nous tel pays, telle somme, suite à les ventes faites effectives. Et ils nous payaient partout aux quatre coins du monde sans sourciller. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais, c'est que justement, je me dis, c'est aussi quelque chose qu'ils ont peut-être l'habitude dans leur sphère financière. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je trouve que ça, je sais pas ce que tu en penses, mais ce que je trouve que ça trahit, c'est que finalement, de balancer de la TVA sur la taxe carbone en Chine, bon, voilà. Je dis ça parce que, enfin, tous ceux qui s'intéressent un peu une vexation, enfin c'est l'orgueil, puis ils ont été vexés d'avoir été repérés entre guillemets. Vous avez servi de fusible quelque part? Alors écoutez, moi je vais pas revenir là-dessus. Moi ce que j'ai fait, je méritais une sanction pénale, ça il y a aucun doute là-dessus. Je suis pas en train d'être dans la vendication, c'est de leur faute. Ça on a bien compris. On l'a bien compris. J'ai fait des conneries, je méritais, j'ai payé ma dette à la société, je la paye encore. Ça c'est normal. Mais ce que je suis en train d'expliquer aux gens, parce que beaucoup de gens nous interpellent. Moi actuellement je donne des conférences dans les écoles. Là je prépare une conférence à la Sorbonne et peut-être j'espère à l'ENM.
L'ENM, pardon, l'École nationale de la magistrature. Ok. Ah oui, Parce que je voudrais très bien. parler de beaucoup de choses avec les futurs magistrats de notre pays. J'ai beaucoup de choses à leur dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, cette histoire-là, c'est en fait une fraude fiscale. Oui, c'est ça. C'est tout. À grande échelle, quoi. Voilà, en termes de montant, Oui. mais pas d'ingénierie. C'est pas plus malin de vendre des quotas carbone que de vendre des téléphones mobiles. C'est le même principe. Vous avez une société, vous achetez en Europe sans TVA, vous les revendez dans le pays originaire de votre société, vous rachetez la TVA et vous la gardez pour vous. C'est exactement le même principe, sauf que là, c'était immatériel. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de stockage, les virements étaient instantanés, c'était la caisse des dépôts qui vous payait. C'était garanti en plus. C'était garanti voilà. à l'achat comme à la vente, parce que c'est l'État français que vous avez en face de vous. Donc, si vous voulez, c'était un peu le mouton à cinq pattes, mais ça reste qu'une fraude fiscale. Seulement, dans le code pénal, la fraude fiscale, à l'époque, c'était 5 ans. Et ils ont pensé, enfin les magistrats qui ont pris ces dossiers quand ça leur explosait à la gueule, ils ont dit ils vont pas s'en sortir les mecs avec 5 ans. Donc ils nous l'ont passé en escroquerie. Et là, ça double la peine. On passe à 10 ans en escroquerie en bande organisée. Et si vous êtes en récidive, ça monte jusqu'à 20 ans. Voilà, donc ça a été vraiment dans un but vraiment de punition. Moi, je me dis... Type d'exemple, quoi, presque. Exactement. Moi, j'ai été condamné à 12 ans de prison qui ont été compressés, comme on dit, confusionnés, exactement, c'est le bon terme, à 8. Sur les 8 ans, avec le jeu des remises de peine et des bonnes conduites, tout ça, j'en ai fait plus de la moitié. Il y a rien d'exceptionnel, hein. C'est pareil pour tous les détenus, hein. Même si pour les violeurs, les assassins, tout ce que vous voulez, c'est le système judiciaire français qui est fait de cette manière. C'est factuel. Voilà, vous avez une peine, vous faites à peu près la moitié. Pas souvent que eux, par contre, ils ont des peines incompressible. Par contre, ça arrive. Quand il n'y a pas de peine incompressible, absolument. Voilà. Mais sinon, toutes les autres peines, que ce soit pour des délits ou des crimes, moi, je sais pas si on devait faire une comparaison. Il y a quelqu'un, un chanteur connu, qui a tué une femme à coups de poing. Il a fait 3 ans de prison. Après, chacun il juge. Et il peut rechanter. En plus, il peut rechanter, quelque part, parfois. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des questions à poser justement à Grégory Zaouï par rapport. Alors, pas forcément, comme je dis, si vous êtes intéressé par son affaire, surtout allez voir le film sur Netflix, Les Rois de l'Arnaque. Enfin, je le redis encore une fois, je trouve que c'est un film qui est très réussi. Je dirais même, très bizarrement, le film. On n'arrive pas à vous en vouloir en fait, mais vraiment. C'est-à-dire que derrière, on a presque envie que vous écriviez et que vous incarniez un film fiction cette fois, une sorte de braquage justement à l'italienne ou justement de Ocean Eleven à la française. Mais c'est vrai qu'on aura envie de vous voir parce que vous avez tous, comment dire. Tu sais ce qui est incroyable, souvent on dit la réalité dépasse la fiction. Ouais. Là, typiquement parlant, en fait, quand j'ai regardé le documentaire, dans ma tête, à tous les moments, je me suis dit, c'est un film ou c'est la vérité? Enfin, c'est trop gros. C'était non, mais en même temps, c'était tellement bien fait que. Moi, ça me fait penser un peu. Enfin, il n'y a bien sûr aucune comparaison directe, mais Casa del Papel, le prof, celui qui organise, qui a trouvé la supercherie à la fac. On m'a comparé à lui. Qui est dépassé finalement par les événements après. Il y a quelqu'un qui a fait un montage sur Instagram, il me l'a envoyé, où il a mis les 4 cerveaux du cinéma, des séries. Il a mis Casa del Papel, il a mis. Prison Break. Bien sûr, oui, c'est vrai. Game of Thrones, je sais pas comment, je regarde pas, un des Game of Thrones, et moi. Il a mis nos 4, il a dit voilà les 4 cerveaux actuels des séries, du cinéma, tout ça. Et il y a des commentaires qui ont dit, sauf que Grégory Zaouï, il est réel. Oui, c'est ça. Complètement. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est important d'insister. C'est un documentaire et pas un film, même si c'est bien réalisé. C'est-à-dire c'est juste le traitement image. Hein. Mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Attention, ça c'est la réalité. Puis elle est pas joyeuse partout. Non, même s'il y a une fascination que je comprends, hein, comme d'ailleurs les serial killers, etc. On fait plein de programmes là-dessus et sur Netflix notamment. Mais il y a la réalité, la fiction. Après. Moi, je me permets de dire ça, mais c'est un point de vue qui n'engage que moi et c'est totalement personnel. Moi, j'avais quand même dans l'idée qu'on mettait les gens en prison quand c'était un danger pour la société. Fraude fiscale, pour moi, c'est de l'amende. Escroquerie, là. Voilà. Escroquerie, ils l'ont mis en escroquerie. Ils l'ont mis en escroquerie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je m'étais déjà insurgé. Je vais pas me faire des amis chez les geeks, pardon, les amis, mais je vais vous dire quand même ce que je pense, quand même, d'une certaine façon. Mais quand on avait fait le procès de Balkany, vraiment, on avait vraiment l'impression qu'on avait envie de se le faire, si tu veux. Ça pose la question là sur le chat. Moi, ça m'a fait drôlement marrer. Balkany, il fait partie de mes followers, il me suit. Ah oui. Quand je l'ai vu le jour, il s'est. Vous êtes un modèle. C'est pas, ça m'a fait bien marrer. Non, mais vous savez, c'est marrant ce que vous dites parce que c'est ce qui revient à chaque fois.
C'est-à-dire les gens, quand ils me disent, je l'ai vu 4 fois, 5 fois, 6 fois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous ayez envie de le voir autant de fois? Ils nous disent, ce qui nous plaît chez vous, c'est que tout est réel. C'est vrai. C'est-à-dire, au début, on regarde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, au début, je le regardais, je croyais que c'était un comédien qui jouait, tout ça, et puis j'ai pris mon téléphone, je commence à taper vos noms, et puis je vois les articles de presse qui correspondent exactement à ce que je suis en train d'écouter, de voir, de lire. Et il m'a dit, et là, dans le cerveau, il se passe quelque chose, et on est captivé, et on veut savoir. Écoutez, le film a été très bien monté. Il y a, le réalisateur, c'est Guillaume Niclou. Le monteur, il s'appelle Vincent Trissolini. Il a fait un travail dingue, parce qu'il y avait à peu près, je crois, 70 heures de captation pour après 1h45 de ce film documentaire. Et il a fait un travail vraiment, moi, les deux, moi, je l'ai pas vu. Le film, on l'a découvert comme vous. Hein. On n'a rien vu. En regardant Netflix, Ah oui, le 3 novembre. D'ailleurs, moi, je voulais pas le voir parce que j'étais un peu énervé pour certaines choses. Et je voulais pas le voir. Et mon fils le voit le matin et il m'appelle, il me dit, papa, tu sais que tu devrais le voir, c'est pas mal. Et il est venu l'après-midi, puis on a commencé à le regarder ensemble. Et même moi, j'étais un peu scotché. Ça fait quoi de le regarder avec son fils, justement? Vous savez, mon fils qui a regardé le film avec moi, c'est lui qui m'a amené à la prison le jour où je me suis rendu, le 6 février 2019. Donc il avait cette histoire dans les tripes aussi, vous voyez. Il s'est beaucoup occupé de moi pendant ma détention, parce que j'ai été un peu abandonné. Donc lui, il a pris le relais de ce qui m'était arrivé. Il a quel âge? Aujourd'hui, il a 23 ans. D'accord. C'est bien, 23 ans. Il comprenait déjà un peu ce qui se passait. Mais complètement, il venait me voir au parloir. Enfin, il est totalement. Il voyait les avocats, tout ça. Non, il était complètement informé de tout ça. Donc, aujourd'hui, je pense que mes enfants, mes proches, mes parents, ils en ont quelque part une fierté, pas de ce que j'ai fait, attention, mais de l'empathie du public. Les messages que je reçois, que je leur fais lire à mes enfants, à mes parents, même à ma fille, elle s'occupe de mon compte Instagram, donc elle voit tout ce qui défile et elle en parle à ses frères à ses frères. Combien d'enfants, pardon? J'ai 4 enfants. 4 enfants, d'accord. Et si vous voulez, ils sont contents, pas de ce que j'ai fait du tout. Non, c'est très, j'insiste là-dessus. Hein, non, mais de l'amour du public derrière. Mais ils disent, mais papa, quand même. Et puis il y a un truc quand même, moi, qui m'interpelle énormément, c'est que en correctionnel, quand vous avez un jugement correctionnel, sur la première page, tout en haut, il y a marqué « Jugement rendu au nom du peuple français ». Je ne parle pas des assises, parce que les assises, c'est le peuple qui juge directement par l'intermédiaire d'un jury populaire. Mais en tribunal correctionnel, ce sont 3 magistrats qui prennent une décision collégiale, et c'est marqué tout en haut « Au nom du peuple français ». L'autre jour, j'en ai parlé à mon avocat, je lui ai dit « Maître, excusez-moi, aujourd'hui, il y a un véritable problème de société. Regardez, les jugements qu'on a tous pris, on a pris des peines à 2 chiffres, pour des histoires correctionnelles d'argent. Et vous voulez que je vous montre ce que pense réellement le peuple français? Je commence à lui faire lire tous les messages de sympathie, bravo, machin, c'est l'État. Bon, après, c'est un effet miroir, hein, parce que c'est ce que je dis aussi aux politiques, par exemple, lorsqu'on discute ensemble, je leur dis toujours, c'est pas parce que vous faites des meetings où il y a 4000 personnes qui viennent vous voir que c'est la France que vous allez avoir. On peut être aussi galvanisé par ça, mais il y a un effet loupe qui se fait. Je suis d'accord avec vous. Je comprends. Je suis d'accord, mais ce que représentent les messages négatifs, c'est infime. Oui. Alors, on a Sigal là qui nous dit justement, et j'aimerais lui répondre, je me permets, je vais faire l'apologie de l'arnaque, elle le demande gentiment. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, je vais faire 3 comparaisons. Il y a une différence entre ce quand vous portez atteinte à autrui en tant que tel, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez fait quelque chose qui a porté atteinte à une personne, et donc c'est identifié que vous avez fait du mal à quelqu'un, ça c'est très important. Les délits financiers, ce qu'il faut bien que le public comprenne, et les gens de tous les horizons, c'est que les délits financiers, ce sont les seuls délits qui sont des délits réparables. Oui. Contrairement à tout le reste ou au crime, vous ne pouvez pas réparer même si vous avez cassé la figure à quelqu'un. Tout ça, il y a des choses qui ne sont pas réparables. Non, mais en dehors du réparable, je ne vais pas dire ça. Madoff, par exemple, il a arnaqué quand même des gens. Alors même si après certains ont dit il a arnaqué que des riches, il a quand même porté atteinte réellement à des personnes et dans leur intégrité. Et ça se trouve, ils ont pu avoir. D'ailleurs, il y a eu un banquier qui s'est suicidé à la suite de ça. Son propre fils s'est pendu. Son fils s'est pendu aussi. Donc, il a porté réellement. C'est un délit financier. Il y a des dommages. Mais il y avait des vrais dommages parce qu'il a porté atteinte. Lorsque vous êtes sur une agence gouvernementale, parce que Blue Next, c'est une agence gouvernementale. Alors, Blue Next, je peux vous dire. Et européenne en plus, parce que même on dit Blue Next, c'est la France, mais c'est Blue Next, ça appartenait 40% à la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire l'État, et 60% Nice Euronext. Voilà. On était vraiment au cœur d'une machine. Maintenant, eux,
si vous voulez, les premiers qui se sont mis partie civile, c'est l'État français. Moi, dans mon dossier, j'ai qu'une seule partie civile, c'est l'État français. J'ai pas arnaqué des gens, des compagnies. Il n'y a pas des gens qui sont retrouvés au chômage à cause de moi. Même, vous allez me dire, l'État, c'est vous, c'est monsieur. Bon, je veux pas dire que c'est moi, parce que des impôts, j'en paye pas. Mais c'est tous les gens, ça concerne tout le monde. Ça concerne vraiment tout le monde. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est pas une escroquerie comme si qu'on avait arnaqué des porteurs, des gens Madoff, arnaqué des gens en direct. C'est ça. Il y a des gens qui se sont retrouvés à poil, leurs économies, tout ça. Là, ce que je dis... Et c'est peut-être pas bien de le dire, mais c'est vrai. Je ne crois pas que s'il n'y avait pas eu l'affaire Carbone, je ne pense pas qu'on aurait eu plus de masques. Oui. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. La planche à billets, ils l'ont mis à tourner. Ils distribuent du pognon à tout va en ce moment, dans plein de domaines. Donc, on méritait, bien évidemment, une sanction, mais ça reste quand même... le mal qu'on a pu faire, c'est un mal qui est mais c'est la seule dilué, raison, quoi. Je pense que c'est la seule raison aujourd'hui pourquoi vous avez un capital sympathie. C'est que justement, les gens n'arrivent pas à se dire, dans la majorité, de nous en vouloir. Cas, de se dire, il n'a pas porté atteinte à quelqu'un en particulier. Et comme tu l'as dit d'une façon extrêmement claire, ce sont en tout cas des dégâts qu'on peut réparer. Et j'ai une question, est-ce que justement vous pensez qu'il y a un avant et un après? Est-ce que maintenant vous allez devenir conseiller de certains spécialistes? Est-ce que ils vont profiter de cette histoire pour changer un peu la donne? Alors écoutez, moi aujourd'hui, vu les sommes folles qu'on me réclame, il faudrait 10 vies pour les rembourser et encore. Moi aujourd'hui, le seul moyen que je pourrais faire pour rembourser très vite, mais vraiment très vite, peut-être en 1 an ou 2, c'est que je puisse mettre en place des systèmes antifraude à très haut niveau, vous voyez, sur des mécanismes c'est un peu comme quand on appelle un hacker exactement à travailler pour voilà. Sauf que moi la police ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Je veux pas du tout faire d'être dans la répression, vous voyez. Moi c'est vraiment ce qui m'intéresserait de faire, c'est de la prévention. Mettre en place des systèmes de prévention où les gens, ils peuvent pas rentrer, c'est tout. Donc on va pas aller les chercher, les mettre en prison, courir après eux, ça sert à rien. Oui, de pas permettre que ce genre de faille existe, quoi. Et j'ai des idées très claires et très précises que si elles étaient appliquées, il y aurait quelques milliards qui rentreraient très vite dans les caisses de l'État. Et donc vous êtes sollicité pour ça? Je peux pas en parler pour l'instant. Non, c'est vrai. C'est la question. Non, c'est la question. C'est intéressant. Complètement. C'était la seule question. C'est quelque chose que j'aimerais faire déjà. Je voudrais obtenir ma réhabilitation totale, ne serait-ce que pour ma famille. Bon, moi, je me place en dernier, c'est pas très grave. Et puis après, pouvoir faire d'autres choses, d'être totalement libéré de cette histoire. Et ce qui est beau dans cette histoire aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que Marco est sorti en mai 2020 de détention. Ils attendaient que je sorte. Moi, je suis sorti le 3 août. Tiens, c'est marrant, le film est sorti le 3 novembre. C'est un truc avec le 3. Et on a commencé à tourner en septembre. Mais on s'y attendait. Enfin, on tournait ça comme ça. On s'y attendait pas. Moi, je venais en scooter. Marco, il n'a même pas de permis de conduire. On allait le chercher. La voiture, c'est pas la sienne. Ça a été prêté. Oui, mais il a conduit. Il va se prendre un petit PV. Un petit PV en plus. Il a récupéré depuis. Il a perdu ses 12 points, mais... il a récupéré depuis son permis. On s'attendait pas à ça, puis on a tourné pendant 1 mois et demi, 2 mois, et puis après, il s'est plus rien passé. De temps en temps, je voyais Monsieur Bouchara, Olivier Bouchara, on allait déjeuner, on a fait 100 fois le tour du parc de la place des Vosges, à refaire le monde, et on attendait jusqu'à que ça arrive. Mais on l'attendait sans l'attendre, nous on a fait d'autres choses, nos vies elles continuaient. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ma vie, elle peut prendre une autre direction. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est marrant parce que je demande, moi, les masterclass que j'ai fait dans les écoles, je leur demande aux élèves à la fin, souvent, genre, est-ce que vous aimeriez une suite? Alors, on me dit, on voudrait vraiment une suite de ce que vous êtes devenus, tout ça. Et je lui dis, est-ce que vous voulez que ce soit interprété par nous, qui ne sommes pas des comédiens, quoique Marco il s'en sort très bien, ou par des acteurs? Alors, ils m'ont dit, non, on veut vous. On veut vous. Et là, justement, on a une proposition enfin, pas une proposition, mais une idée d'un grand producteur de cinéma qui a fait les plus grands succès de ces dernières années, qui voudrait exactement quelque chose qui ressemble à ce que vous avez défini. Une suite.
une suite, mais où on jouerait dans une fiction. Dans une forme de biopic en fait de l'affaire, quoi, presque. Non, ça serait vraiment ce qu'on est devenu, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent d'ailleurs. Ah, donc vraiment, oui, parce que tout le monde pense qu'elle est planquée quelque part, on va en parler, tout ça, et puis c'est drôle. Enfin, nous, c'est pas une question qu'on vous posera en tout cas. Voilà. Non, mais les scénaristes, ils sont en train de plancher, vous voyez. Voilà. Mais c'est encore trop tôt, je pense. Je dis ça parce que j'envoie un pic à mes confrères, hein, parce que bon, je vous écoute à chaque fois. La première question qu'ils posent, c'est vous avez encore de l'argent, vous avez gagné combien? Bon, en fait, tout ça n'a aucune importance. Je pense que ce qui est d'intéressant. Aujourd'hui, moi, je le dis, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs et plein de dettes. Voilà, beaucoup de souvenirs, plein de dettes. Et puis, moi, ce qui m'importe le plus, c'est plutôt de me dire, eh bien, on peut avoir fauté d'une certaine façon. La magie, quand même, de notre société, c'est que quand on répare, on est capable, justement, après, de faire quelque chose de positif. Mmh. Parce que si derrière, ça permet de faire de la prévention pour qu'il n'y ait pas ce genre de système, et pardon, c'est pas ici qu'on va jouer, on va dire, les lapins de 3 semaines. De toute façon, on peut le dire comme ça. On sait très bien que des failles, les niches fiscales, on le sait très bien, les œuvres d'art, par exemple, est une niche fiscale qui a été faite par Laurent Fabius quand il est devenu Premier ministre. Première loi qu'il a fait passer, son père était conservateur d'art, il était marchand d'art. Voilà, on peut en citer plein. Souvent, on parle de Pompidou, on se souvient en disant « Ah, c'est l'instituteur qui est devenu président de la République ». Ce qu'on oublie de dire, c'est que le job que Pompidou faisait avant d'être président de la République, c'était banquier chez Lazare Bank. Dernier point intéressant, c'est la loi Valéry Giscard d'Estaing qui a été votée en 73, je crois, de mémoire. Avril 73, je crois, on pourra vérifier ça sur Shinkira. Très intéressant, ce qu'on appelle la loi Banque de France. C'est la première loi qui interdit à la Banque de France de gérer la dette de la France. Et que tout d'un coup, on commence à emprunter sur des marchés financiers privés. Mince, c'est bizarre, c'est marrant. Et ça, ce sont des choses factuelles que vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder sur Wikipédia. Ce sont des choses, tout d'un coup, parce que c'est la classe politique qui le met en place et le pouvoir qui le met en place, et ça ne pose pas de problème. Voilà, donc c'est bien que si après il y a des gens qui peuvent justement... Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, moi aujourd'hui, dans ma condamnation, je suis interdit moi j'ai pas fait d'études, hein. J'ai un bac, toujours j'ai bac. Ça n'empêche pas d'être intelligent. Hein. Voilà, non, ça c'est deux choses différentes, l'instruction et l'intelligence. Moi j'ai pas fait d'études, quand j'écris je fais souvent des fautes de grammaire, d'orthographe, tout ça. Quand je parle, je fais des fois aussi des fautes de vocabulaire. Par contre je réfléchis. Et si vous voulez, moi aujourd'hui j'ai été autodidacte toute ma vie, j'ai toujours géré ma vie tout seul. Aujourd'hui je suis condamné à ne plus pouvoir exercer tout ce que je savais faire. C'est-à-dire monter des entreprises, faire du business, manipuler de l'argent, des sommes, tout ça, ça m'est strictement interdit. Et donc faire du bien. À vie, ça m'est totalement en France. En tout cas, sauf si j'arrive à me réhabiliter, ça pourrait être renégocié. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je suis dans cette situation. Je suis inscrit effectivement chez Pôle emploi, et Pôle emploi, ils ont un mal fou à pouvoir me caser quelque part. Pas à cause du film, hein, parce que j'étais déjà Pôle emploi avant le film, oui. Parce que j'étais déjà mon dossier médiatique, j'ai le droit, il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de faire, donc je suis un vrai boulet. Maintenant, en parallèle de ça, moi, ce que je remarque, c'est que vous avez des anciens présidents de la République qui sont dans des conseils d'administration des d'entreprises du CAC 40. Vous avez un ancien Premier ministre qui travaille dans la finance, alors que la base même pour accéder à ce type de poste et de métier, c'est d'être totalement clean. Complètement. Vous voyez donc. Cahuzac d'ailleurs, on l'a vu, il était totalement. Moi, je leur souhaite pas d'être dans ma situation à ces messieurs-là. Moi, ils m'ont rien fait spécialement. Mais moi, j'aimerais bien être dans la leur. Vous voyez, pouvoir accéder même avec des casseroles, de pouvoir accéder à des fonctions. Pas parce que voilà, c'est un président ou un premier ministre, on peut tout accepter. C'est ça que je suis pas. On va en profiter. J'ai une idée pour vous. Moi, j'ai créé le jeu Sabotage. Vous voulez pas qu'on fasse le jeu, jeu de société, genre arnaque ou un truc comme ça. Mais on pourra en parler. Non, mais de simuler ça, de s'amuser de ça. Oui, pourquoi pas. En sous forme de jeu ou de jeu vidéo. Et donc de faire du bien derrière tout ça. Ce qu'on oublie de dire, ça me permet d'ailleurs de teaser. On est en train de lancer aussi Instant Politique, où on recevra d'ailleurs l'ancien justement directeur de la dette de la France, où j'ai prévu justement de lui poser tout ce genre de questions. On pourra d'ailleurs en discuter ensemble, ça pourrait être intéressant. C'est quoi le patron de la dette? Eh bien, oui, il y a un patron de la dette. Il y a une agence qui s'appelle l'agence France Trésor, qui est une agence en fait qui s'occupe de la dette de la France. Ils doivent me détester à moi. C'est elle qui a... Je suis leur bête noire. Je suis même pas sûr parce que Blue Next, il y avait comme tu l'as dit, il y avait quand même Attends, justement, pour Blue Next, je voulais revenir là-dessus. Dans mon dossier, je vous ai dit, j'ai qu'une seule partie civile, c'est l'État français. J'ai pas tout dit. Il y en a une deuxième qui s'est mis bien tardivement, qui est rentrée dans le dossier. C'est la Caisse des dépôts. Ah oui, ils ont demandé 1 euro, c'est ça? 1 euro symbolique. Ouais, ça.
Vraiment, c'est pour marquer le coup. Non, mais c'est juste pour dire, bon, chapeau l'artiste, quoi, d'une certaine façon. Allez. Mais comme quoi, enfin, je crois que là-dessus, il y a un effet très sympathisant de la part justement des Français de se dire, bah voilà, pas fait d'études, mais par contre, ça n'empêche pas d'être intelligent. Comme quoi, ça veut strictement rien dire. Ce schéma académique qu'on nous dit tout, nous les geeks, la plupart du temps, on nous prenait pour des imbéciles, pour des gens qui savaient rien faire. Et aujourd'hui, on a une vraie revanche avec un Elon Musk, avec un Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, faut pas oublier que quand il allait voir les financiers au début, il venait en hoodies avec le capuche sur la tête et il donnait des cartes de visite en marquant je suis CEO, bitch, quoi, tu vois. Enfin voilà. Donc tu peux faire carrière habillé en licorne, il n'y a pas de problème. Faire carrière habillé en licorne. Oui, je sais, bonjour. Je savais que ça allait. Alors, c'était prévu, Grégory, qu'elle soit en licorne, mais c'est à cause de la dernière émission où elle a eu un gage. Oui, c'est ça. Oui, disons que c'est vrai que ça fait un petit peu. Elle n'est pas d'habitude habillée comme ça tous les jours. Voilà, de toute façon. Non, mais ça va bien. Ce qui est sûr pour nous, c'est que, premièrement, je trouve ça très touchant que tu aies pu témoigner aussi sur ta vie personnelle, parce qu'on l'oublie dans tout ça. C'est qu'avant tout, quand on est père de famille ou quoi que ce soit, alors on fait ce qu'on fait. Je pense, pardon, c'est mon côté cash, j'ai toujours du mal à ne pas dire la vérité. Je pense quand même que quand on vit ce qu'on a vécu, il y a quand même beaucoup de gens qui ont profité, qui ont eu du bien. Et là, je le dis positivement d'une certaine façon. Je ne pense pas que quand on fait ce que tu as fait, ça n'est fait que pour garder les choses pour soi. Il y a quand même des gens qui ont vécu de belles choses à travers ça. Non, bien sûr, donc, j'ai redistribué beaucoup. J'ai fait, comme je dis, j'aime bien le dire. Non, mais sans donner de détails. Non, j'ai fait briller les yeux aux gens que j'aimais, oui, absolument. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour donner forcément l'image du côté tout a été pour moi ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont pu profiter, entre guillemets, de cette taxe carbone. Et c'est pour ça que la seule chose en tout cas que je vois, que du coup je me suis permis de lire tous les commentaires YouTube pour voir ce qui se disait sur le trailer. Je ne vois pas de message d'insulte. C'est ce que je vous ai dit. Je n'en vois pas. Je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Vous me dites bon, ok, dans un meeting, bon, les gens ils se déplacent. Je sais pas, c'est payant les meetings. J'ai jamais assisté à un meeting politique. Oui, les gens. Non, mais les anciens présidents de la République c'est pour ça que c'est gagnent faux. mieux. Quand on vous dit, comme ce que vous disiez tout à l'heure, un homme politique vous dit oui, j'avais 4000 personnes, 6000 personnes. Mais c'est les gens acquis, puisqu'ils sont prêts à payer pour y aller. Vous voyez, moi Netflix, les gens ils payent leur abonnement 15 balles, ils sont pas obligés de venir nous voir. Complètement. Alors en plus, on en profite parce que on a vu le film, hein, on peut pas dire qu'on l'a pas vu. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire la chanson de Marco Mouli, hein, je suis désolé, il le fera mieux que moi. Allié d'ailleurs sur YouTube en extrait, je trouvais ça d'ailleurs très sympa que Netflix ait sorti cet extrait, parce que là c'est le côté folklorique de Marco Mouli qui, je pense, lui donne un caractère fort sympathique. Mais c'est surtout aussi, je sais que Nicolas Hulot aussi est dans le film. Il a justement pris parti. Alors j'ai pas bien compris parce que je pense pas qu'il était en fonction au moment où l'affaire de Blue Nex était en place. Non, parce qu'il a été un élu de Emmanuel Macron. C'est non, il était ministre de l'écologie, Si, il était ministre à cette époque-là. Non, au moment où il y a eu sa captation, non, je crois pas, il était plus ministre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pardon, ma question c'est, est-ce que au moment où vous avez fait la taxe carbone, non, il n'était pas ministre. Il restait très peu de temps. Parce que quand on l'écoute, on a l'impression. Lui, c'est Monsieur de Nordolson. Oui. Surtout en ce moment, bon. Là, puis il est mignon, là, avec sa petite queue de dauphin, là, il me fait bien rire. Bon, pour moi, ce mec-là, pour moi, vous voyez, autant moi je suis vrai, autant lui il est faux. Pour moi, tout est faux. Sa coupe de cheveux, comment il. Bon, là, c'est le physique. Comment il attaquer le physique. Non, je sais, ça se fait pas. Non. Mais ça fait partie. Mais non, mais les écologistes, comme tout le monde, chacun il a un truc à vendre. Et ça passe par des fois la tenue vestimentaire. Ce qui est sûr, c'est que si on est pragmatique sur l'écologie, il s'est toujours battu contre le nucléaire, par exemple. Or, aujourd'hui, si la première lutte d'urgence écologique, c'est de lutter contre le carbone, d'où la taxe carbone, aujourd'hui, la France est le pays le plus vert en termes de production d'électricité parce qu'on a le nucléaire. On ne peut pas vouloir lutter contre le carbone et en même temps dire je veux mettre des usines à charbon pour produire de l'électricité. Exactement. Ça ne va pas ensemble. Absolument. Donc, il y a un problème de cohérence, mais parce que, avant tout, je pense que la majorité des Français, d'ailleurs. Mais moi, je parlais pas de ça. Non, mais je parlais d'actualité, moi. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais alors, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a décidé de quitter la vie publique, justement, suite à Envoyé spécial. Parce que c'est intenable pour lui. Qu'il a fait. Difficile d'en juger, même si ici, il y a des personnes qui ont été avec Nicolas Hulot. Écoutez, lui, on pourrait leur poser la question, chers amis de la régie. Qu'est-ce que vous allez dire dans l'oreillette? Là, il y a une affaire en cours, c'est un peu compliqué, présomption d'innocence, mais il y a une affaire en cours. Moi, je que des présomptions de culpabilité.
responsabilité en ce qui me concerne. Vous C'est voyez, ça, donc il y a voilà. des poids et des mesures. Moi, j'ai envie de dire, voilà, lui, il est là pour une histoire de culotte. Moi, j'étais là pour une affaire de col blanc. On boxe pas dans la même catégorie et pourtant, moi, je comprends pas. Enfin, je pense que malheureusement, quoi qu'il en soit, pour paraphraser ce qu'il disait dans Envoyé spécial, c'est que de toute façon, à la suite d'accusations comme celle-là, de toute façon, on ne s'en remet pas parce qu'on est de toute façon coupable. Ça, c'est vrai que le tribunal là, on public pense lui retirer voilà. la Légion d'honneur d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, ça a Oui, été... oui. Bon, voilà. Alors, bien sûr, il faudra qu'il se défende et que... c'est toujours compliqué, de toute façon, cette histoire, parce que à la fois, il y a eu des personnes comme Ibrahim Amlouf qui a été accusé à tort d'harcèlement sexuel. C'est compliqué. Ouais. Mais là, dans l'enquête de Élise Lucet, on peut considérer que ça a été un travail journalistique qui a été fait, un travail d'enquête, 4 ans d'enquête, c'est quand même pas C'est une rien. affaire. Après, c'est une affaire en cours. Moi, c'est toujours compliqué de se poser. Nous, Complètement. on est à l'extérieur, on ne sait pas. Voilà. En l'occurrence, le lien, c'était pas ça. Le lien, c'était par rapport à l'affaire de la taxe carbone. Non, moi j'ai du mal. Vous voyez, quand je vois je vois sa tête dans le documentaire, on nous appelle les rois de l'arnaque. Moi, je crois qu'il fait partie aussi. Hein, on va lui rajouter une couronne. On va faire partie de l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire parce que... Donc c'est une invitation pour votre prochain film. Je rigole. Ouais, non, on trouvera peut-être mieux. C'est le syndrome de l'imposteur, quelque part. Après, voilà, c'est nous, il vient et on nous donne des leçons sur ce qu'on a fait alors qu'on l'assume totalement. Vous voyez, moi je suis pas en train de dire c'est pas moi. Lui, c'est jamais lui. C'est jamais... Ok. Bah, surtout quand il y a en la plus, prise de sens où on est d'accord. tu t'es rendu, donc en plus, Moi j'ai décidé voilà. de me rendre complètement. Moi j'ai pris la décision d'en finir. Et d'ailleurs, le premier jour où j'ai été, ma première promenade, c'était le 7 février 2019. J'ai regardé le ciel, il faisait très beau, très froid. J'ai regardé le ciel, je me suis dit, ça y est, je suis libre. Pourtant, je venais de me faire incarcérer, j'en avais pour quelques années. Est-ce que les juges ont été sensibles à ça, justement, le fait que vous soyez rendu? Oui. La justice française, elle est clémente. Quand vous abdiquez, quand vous reconnaissez vos torts, ils en tiennent compte. D'accord. Mais tant que vous êtes, comme beaucoup malheureusement, ils font bien, les politiques là, ils sont toujours dans la vendication, c'est jamais eux, c'est toujours la faute d'un tel. Et puis quand ils sont condamnés une fois, 2 fois en appel, que c'est validé par la Cour de cassation, il y en a qui vous disent ouais c'est un déni de justice. Moi ça je peux plus le supporter. Sincèrement ça me... C'est tellement, ça rend un homme tellement plus grand et je parle pas pour moi, hein, mais j'aimerais tellement voir des gens qui disent on a fauté, on a merdé, ok, excusez-nous, on mérite une sanction, on passe à autre chose. Et c'est terminé. Et là, le type, on le voit différemment, mais là, toujours à dire c'est pas moi, c'est l'autre, peut-être. Et faut savoir qu'en justice, tu sais que le mensonge n'est non, il n'y a pas, oui. Il n'y a pas de délit parjure, n'existe pas en France. Ça veut dire que si tu dis la vérité, c'est plutôt bien apprécié par, oui. par les délit juges. parjure n'existe pas, comme dans les pays anglo-saxons. Et c'est ce qu'on disait, parce qu'on a eu une discussion en interne quand on a décidé de te recevoir, justement, c'était intéressant d'avoir ça. C'est ce que j'ai dit quand j'ai expliqué pourquoi je voulais aussi t'inviter. C'est qu'il y a quand même une très grande différence entre les criminels, ceux qui font des crimes, et les gens qui font des choses qui ne sont pas réparables. Par exemple, comme moi je le dis, je sais que je ne recevrai pas Bertrand Cantat ici, parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, grand c'est bien pas lui ton fasse. style de musique, puis c'est tout. Et voilà, c'est pas mon style de musique. J'aime bien Noir Désir, mais de l'époque, quoi. Voilà, c'est ça. Mais parce que justement, pour moi, il y a quand même une échelle de la gravité d'une certaine façon, et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte par rapport à ça. Et puis, comme on dit, il faut avouer à demi pardonner. C'est pas de joli. J'en profite, je dis ça parce que Shinkara. Non, mais il faut payer aussi. C'est-à-dire que vous avez payé votre dette. Oui, complètement. En partie, je continue à la payer. Et puis moralement aussi. C'est Oui. vrai que c'est. Alors, moi, j'ai une question aussi par rapport votre rapport à l'argent. Parce que du coup, il y a un avant-après. Le sens de la vie, le bonheur. Maintenant, ça a peut-être modifié Absolument. votre paradigme. Mes valeurs l'échelle de mes valeurs a totalement changé. Moi, aujourd'hui, je considère que l'argent n'est pas une valeur du tout. C'est juste un moyen. Et je dis à tous les gens qui nous écoutent, et même au-delà, ne pensez jamais que l'argent c'est une valeur. Si un jour l'argent devient une valeur, vous êtes ravagé, c'est fini. Bon serviteur, mauvais maître, comme on dit. Ça de doit l'argent. rester un moyen. Et moi aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de faire des belles rencontres, travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, peut-être faire du cinéma, de l'acting, et puisqu'il y a des portes qui sont en train de s'entrouvrir. C'est ça qui compte pour moi. L'argent, c'est on a plus du tout proposé une à priorité. Nabila de faire du cinéma. Je pense qu'on peut te proposer. Voilà. C'est bien d'avoir comparé notre invité à Nabila. C'est vraiment très bas. Non, je disais ça en plaisantant. Oui. On a eu tout un débat, d'ailleurs, plusieurs fois dans les émissions où on parlait justement du talent, de Mais vous savez, l'acting ou quoi que ce soit. Moi, je pense que vous êtes des acteurs. Vous parlez de Nabila, moi je me pose toujours les questions sur le nombre de followers des influenceurs. Hein. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Ah oui. Quand vous parlez d'elle, pour la reprendre, je ne veux pas la citer, mais Bien sûr. je me permets de rebondir. Je crois qu'elle a 7 millions de followers.
quand un acteur comme Tom Cruise, qui est le plus grand acteur de tous les temps en termes d'image et d'entrée qu'il a pu faire pour ses C'est films, vrai. Ça, c'est une vraie question pour toi. il a 5 millions non, de mais followers, 5 millions et quelques. Oui, mais s'il est pas Cherchez actif- l'erreur. Non, après, Je sais pas. Après, ce qui génère de l'audience, en tout cas sur ses followers, c'est aussi l'activité sur le réseau. C'est-à-dire, en fait, plus. Je peux répondre quand vous voulez. hein. Oui, Voilà. parce que je pense qu'elle est Missy, bien, bien TikTok. concernée là-dessus. Profitons-en. C'est une Vous êtes vraie d'accord question. avec ce que je dis ou C'est une pas vraie question. c'est vrai. D'accord, oui et non. Bah, tout simplement parce que Nabila, c'est justement une personnalité qui joue sur de la punch et qui va, du coup, notamment sur Twitter, c'est les chiffres Twitter que vous avez donnés. Nabila, Twitter, c'est un outil de travail maintenant, c'est un outil de publicité, c'est un outil pour qu'elle puisse vendre ce qu'elle est et ce qu'elle crée en vérité. Mais quoi? Elle devient, ben justement, Elle a est son réussi à faire de propre l'argent avec produit. du vide. Voilà, elle est son propre C'est encore produit. mieux que le Et en TVA fait, sur les le réseaux test sociaux carbone. ne vendent Absolument. et ne vendent que ça, vraiment, ne vendent réellement que ça, que de l'image, que des pages de publicité, des espaces de discussion, qu'une mentalité. Donc c'est du vent et c'est du flanc. C'est aussi pour ça que depuis quelques années, on est en train d'avertir sur les dangers de Twitter, Instagram, Facebook et même Twitch et même tous les réseaux sociaux qu'on a C'est pu l'apologie créer. du faux, hein, Voilà. Instagram. On est en train d'alerter de plus en plus sur les problèmes que ça peut créer chez les plus jeunes et même ceux qui travaillent avec. J'ai la chance, entre guillemets, de travailler dans les réseaux sociaux et en plus d'avoir un recul qui me permet de me dire, oula, tout ça pour moi c'est une grande cour de récréation, je m'amuse avec, c'est tout, mais je sais très bien le recul qu'il faut avoir. Alors que Tom Cruise, lui, les réseaux sociaux, c'est simplement pour partager. Il ne vend rien. Du coup, il ne les utilise pas du tout de la même façon que Nabila les utilise. Nabila l'utilise en tant qu'outil de vente, où elle vend et se vend au travers des réseaux sociaux. Oui, ce Alors sont que les Tom marques qui Cruise, la payent. Hein. Voilà, alors que Tom Cruise, il s'en fiche, Moi, justement parce qu'il est acteur et je tout ça. n'arrive pas à croire Donc, du que coup- 10% de la population de notre pays suivent quelqu'un comme Nabila. Alors, Je peux il faut pas prendre réduire le- Il faut pour prendre la terminer ça, francophonie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 390 millions de francophones dans le monde. Juste pour terminer. Et que donc, Ouais. du coup, les réseaux n'ayant pas de frontières, en fait, en soi, il faut. C'est vrai qu'à l'échelle de la nation française, on peut se dire c'est 7 millions, c'est 10%, c'est pas logique. Mais non, en fait, il faut prendre les 390 millions de francophones. Ouais. Parce Donc que vous pensez que les 7 millions sont vrais? Oui, mais complètement. ils peuvent l'être. Oui, Enfin, mais, même- alors, fut une époque, on pouvait avoir des faux followers. Maintenant, c'est réglé. Alors maintenant, c'est réglé. Il faut aussi savoir que. Moi, j'ai tous un les- copain qui. Non, tous les réseaux Attendez. sociaux font des grosses. C'est généralement donc il y a 2 vagues de suppression de comptes inactifs et de faux comptes avec quelques origines douteuses. Donc c'est les 2 vagues qu'on peut observer sur n'importe quel compte Twitter, Instagram ou ce que vous voulez très facilement. Donc il y a celle de décembre là qui va arriver et il y a celle en été. Donc c'est des vagues de suppression. Donc ça permet de faire des fluctuations et on appelle ça des fluctuations normales en fait. N'importe quelle personne qui travaille dans les réseaux sociaux qui a déjà vu les statistiques voit ces 2 fluctuations là et en fait ça alerte même pas. Alors oui, on sait très bien qu'on va avoir 2 mois dans l'année rouge parce que justement il y a la suppression des faux comptes, il y a la suppression des doublons, il y a la suppression des comptes qui ont été achetés. Donc ça oui, c'est une industrie et bien sûr que ça existe, mais tout ça, les algorithmes et les personnes qui travaillent pour ces plateformes travaillent aussi à supprimer tout ça. Donc Moi, il y a des vagues je là-dessus. vais vous donner une expérience que j'ai vécue de moi-même. Oui. J'ai un de mes meilleurs amis qui sortait avec une des filles qui ont fait des téléréalités, je sais pas lesquelles, là, les Anges, enfin, Oui, les Marseillais, les trucs, bref. Et Des trucs qu'on regarde tous les jours. exactement. Ouais. Des trucs qu'on regarde tous les jours. Il sortait avec elle et il lui achetait des followers avec sa carte bancaire. Ah oui. Il avait une carte bancaire étrangère parce qu'il habitait pas en France, pour pas qu'il y ait un lien entre elle, l'influenceuse elle-même, et sa carte bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et il l'a fait pour elle, il l'a fait aussi pour un autre influenceur très connu. Il m'a dit, voilà. Alors, c'est le ils achètent- prochain Alors, documentaire sur Netflix avec vous. On a découvert une nouvelle faille. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai du concret. Et ce monsieur-là, je peux le faire venir. Il pourra témoigner. Ah oui, même il si n'y a vous pas de voulez. souci. Mais il y a Non, deux mais les alors, achats, C'est pour ça de que followers, ça moi, existe. il y a deux mais choses. oui, mais complètement. il y a 2 choses qu'il faut différencier. Il y a l'achat pur et simple de followers, donc ça veut dire que vous payez une industrie ou une équipe pour créer des comptes qui vont jamais être actifs et s'abonner au vôtre. Et il y a ce qu'on utilise, ce qui est appelé de l'acquisition. L'acquisition, c'est pas réellement de l'achat de followers, c'est simplement que vous achetez du reach, donc de la visibilité, qui va du coup forcément proportionnellement vous êtes vu par plus de personnes, donc il y a votre taux de conversion, c'est ça. Donc le taux de conversion en followers est beaucoup plus intense. C'est la loi des grands nombres. Si vous êtes Non, vu mais là, par énormément, excusez-moi, vous avez du là, coup- mais on est c'est du faux. Mais C'est c'est pas pas, en fait, le premier cas est Appelons- faut appeler purement un chat un fictif. chat. Non, mais le premier cas est purement fictif, mais Mais en existe. fait, ils génèrent Ces en fait comptes après du vrai sont compte. Le second cas génère simplement en fait du reach, donc simplement de la Qu'est-ce que vous appelez du visibilité. reach? C'est de la visibilité simplement. Le compte devient beaucoup plus visible et Donc, du on coup, cible beaucoup plus des mis pays, en avant. des pays francophones Mais sur ça, lesquels. ça voilà. vous choque pas?
Non, je suis désolée, c'est mon vrai métier et pour moi, le premier cas est pour moi répréhensible et je sais que toutes les plateformes travaillent. Mais j'arrive pas à avoir la nuance entre les deux, excusez-moi. Hein. Le premier cas, ce sont pas... en fait. Alors, le premier cas, ce sont des comptes qui sont créés uniquement pour ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne derrière. Le second cas, c'est simplement mettre le produit, voilà, vous avez le produit, faire du marketing et vous dire, tenez, vous voyez cette tasse, cette tasse, ça n'intéresse pas seulement les personnes autour de la table. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette tasse, on va prendre une jolie belle photo et en fait on va la proposer à toute personne francophone qui peut nous écouter, qui peut s'intéresser à l'émission, etc. Et c'est simplement qu'on va les proposer à de véritables personnes. C'est une sorte de trafic d'influence, c'est ça. Tout simplement. C'est du trafic d'influence. D'ailleurs, on nous demande si les gens veulent l'acheter du coup. D'ailleurs, on est en train de vivre un truc incroyable. Coup, vous pensiez pas faire un débat avec une licorne voilà. au sujet de Nabila? Tout peut arriver dans un stand geek. C'est pas Nabila, c'est le sujet mais du coup, c'est simplement ça en fait. En achetant du coup du reach, donc c'est ce qui est appelé par contre de l'acquisition, c'est en achetant du reach, vous êtes vu par plus de personnes. Donc par exemple, quand c'est un petit compte, on va prendre, je sais pas, un stand geek, l'émission peut être écoutée, par exemple dans tous les pays francophones. Donc pourquoi pas la Suisse, pourquoi pas les pays d'Afrique qui parlent français, qui comprennent très très bien le français, etc. Nos sujets peuvent les intéresser parce qu'on parle de tas de choses qui peuvent les intéresser. Et bien en fait, si on fait une campagne d'acquisition sur ça, eh bien on va simplement propulser au-delà des frontières que l'émission touche réellement. Et c'est simplement qu'on va proposer le produit à une gamme de clients. Mais les clients sont réels. C'est-à-dire que ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont regarder, sont des vraies personnes qui sont comme vous, comme moi. Il n'y a pas de faux comptes. La première, oui, c'est de la création sur l'algorithme de comptes où il n'y a personne derrière. Il y a simplement une personne qui rentre des mots de passe et des emails qui sont complètement faux et c'est tout. Il n'y a personne derrière. La seconde, c'est la création d'engouement autour du produit en ajoutant du reach. Donc vous achetez en fait de la bande passante et comme vous êtes vu par plus de monde, forcément vous avez plus de chances que des véritables personnes like et s'abonnent à vos contenus et ont des followers. En tout cas, pour parler justement du reach Vraiment, je suis vraiment désolée. J'ai essayé d'être... C'est une data analyst. Moi, j'adore. Elle est data analyst, en fait, dans justement le marketing web. Je travaille là-dedans. Donc, vous pourrez d'ailleurs échanger. On a appris quelque chose. Alors, il y a Sigal03 qui dit « Ne tapez pas sur la table, car ça s'entend. » Désolée. On ne tape plus sur la table. C'est vrai que c'est pénible. En tout cas, par contre, une phrase de Shinkara qui était très intéressante, qui disait que, quand même, il ne faut pas oublier que Nicolas Hulot avait donc rasé, je lis le commentaire, avait rasé de la forêt d'Amazonie pour pouvoir faire ses pistes d'atterrissage pour faire Ushuaïa. C'est quand même drôle. Il avait aussi 2 hélicoptères, je sais pas combien de 4x4, enfin bon, ça va quoi. Et puis Ushuaïa était quand même très polluant. Beaucoup d'escales, hein. Non mais pour moi beaucoup d'escales. Je vous promets, il fait partie des rois de l'arnaque, moi. Même titre que nous. Hein. Mais Shinkara, tu résumes très bien. Oui, il faut voir ça comme une. Alors moi, je veux aussi parce que j'ai l'impression que tu fais une quarantaine d'années. Voilà, je vais pas te demander ton âge. J'en ai 10 de plus. D'accord. Est-ce que tu as toi connu le jeu vidéo ou c'est quelque chose où t'es passé complètement à côté? Parce qu'après tout, j'ai envie de te poser une question. Bien sûr. Que aucun plateau te posera. Alors j'ai connu les consoles quand j'étais enfant. J'ai eu la console Mattel Intellivision. Oula, oui. Dorée. Ah oui. Mais c'est collector, ça, Mattel. Collector. Atari, non. Oh mince. La console CBS. Ouais. La Neo Geo, c'était le... Non. Ouais. C'était la console ultime de tout le monde. 1000 francs. La cartouche de jeu valait 1000 francs à l'époque. C'était colossal. Après, j'ai connu la Nintendo. Je l'ai connue aux États-Unis quand j'avais 16 ans. La première Nintendo 8 bits. Là, la NES, donc. La NES. Voilà, la grise, là, avec le boîtier où rentrait la cassette dedans. Avec Super Mario Bros. Dessus. Il y avait un jeu que j'adorais, c'était Punch Out avec Mike Tyson. Oui, avec Mike Tyson. Exceptionnel. Punch Out. Oui. Ah oui, donc un vrai geek en fait. Non, pas un vrai geek, non. Pole Position de Atari. Bien sûr. J'adorais ce jeu de Formule 1. Avec de la vraie musique 8 bits à l'époque, c'était génial. Enfin, c'était exactement ça. C'était incroyable quoi. Il y avait un jeu. Après la Sega. Ouais. Alors laquelle la Mega Drive, la Master System. J'en ai eu des Sega. Il y avait un jeu, j'aimais bien ces jeux. Ils avaient fait un jeu de Michael Jackson. Alors c'est le premier artiste qui avait un jeu vidéo. C'est vrai. C'était pas Moonwalker, je crois. C'est ça. En 87. Donc c'était sur Mega Drive, je crois, de mémoire. Shinkara, n'hésite pas à nous dire. On en profite, on a des fact-checkers en même temps. Et après j'ai un peu lâché. J'ai grandi, je me suis marié, j'ai un peu lâché.
Alors donc c'est le mariage qui a changé tout, quoi. Ouais, non, après, c'est. Non, j'ai. Bah, ça peut revenir avec les enfants. Hein, parce que Ah les oui. enfants Ouais, qui les disent enfants, hey, ils papa, sont- viens jouer, regarde, il y a jouent pas. ça. Ouais, oui, ils sont sur PS4. Ouais. Ouais, non, ils jouent. Parce que la PS5, on n'arrive pas à l'avoir, donc. De, voilà. de- Toujours de toute pas façon, ah non, Non, et non, en plus toujours pas. PlayStation a communiqué dessus. Malheureusement, avoir une PS5 sous le sapin cette année va être aussi très compliqué puisqu'ils ont dit que la production de PS5 ne sera pas relancée à grande échelle et que la livraison des PS5 dans toutes les chaînes de distribution internationales va être de nouveau au compte-goutte. D'accord. Voilà. Alors C'est j'en dur, la profite vie. pour te poser ma question, qui est ma question récurrente à tous, qui est la question bonus, tout simplement. Est-ce que tu aurais, justement, quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais? La question que j'aurais aimé qu'on me pose. Vous avez 4 heures, les gars. Hein? Et celle qu'on vous voulez pas qu'on vous pose aussi, ça peut être sympa aussi. Ah bah je pense qu'il y en a plein là. Et surtout, ne répondez pas. La question que j'aurais aimé qu'on me pose. Alors moi j'en ai une comme ça. Comment on vit un couple quand il arrive ce qui arrive? C'est bête à dire, mais en fait moi je pense tout de suite, c'est mon côté. Faut demander à Benjamin Griveaux, pendant le confinement, ça a été difficile. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. 4 enfants quand même. Ouais, non, enfin j'ai eu 3 de la première femme et ma seconde femme, une petite fille. C'est compliqué. Mon couple, il a pas tenu. D'accord. Il a pas tenu, mais aussi la justice a été extrêmement sévère D'accord. parce que à un moment donné, ils ont incarcéré ma femme. D'accord. Oui. Mais pour quelle raison? Complicité? Ils ont non, j'ai eu un souci avec un magistrat instructeur qui était le magistrat à l'époque qui avait les plus gros dossiers de France. Il y avait notamment le dossier de la HSBC, l'UBS, enfin vraiment les. Que des gens bien. Voilà, des gens très bien. Et c'est un peu délicat. Enfin, je peux en parler, mais c'est un peu embêtant, quoi. À un moment donné, il a fait une faute. Il a fait une erreur. Il a envoyé une commission rogatoire aux États-Unis, une commission rogatoire internationale, c'est-à-dire une demande d'enquête sur mon patrimoine aux États-Unis. Et puis un de mes avocats s'était aperçu que lorsqu'il avait rédigé, parce qu'un juge d'instruction, quand pendant une enquête, il envoie une commission rogatoire, on ne sait pas, enfin la défense, même quand vous êtes bien en examen, vous avez accès au dossier, mais tant que la commission rogatoire n'est pas rentrée le retour, vous ne savez pas ce qu'il a demandé. Elles sont en cours, vous ne savez pas. Par contre, quand elles reviennent d'enquête, là vous voyez ce qu'il a demandé, d'un seul coup, tout. Voilà, ce qu'il a demandé et ce qui est rentré. Des fois, ça peut arriver partiellement, mais déjà vous savez ce qu'il a demandé. Et mes avocats de l'époque, ils s'étaient rendus compte que il avait menti aux autorités américaines. Il avait raconté que j'avais été convoqué 2 fois, que je ne m'étais pas présenté, alors que c'était totalement faux. Je m'avais convoqué, j'étais venu. Attendez, alors, aussi c'est des voyous quoi. je ne peux pas me permettre de le dire, mais Bon. et que j'étais sous le coup d'un mandat d'arrêt international, j'étais recherché par Interpol, ce qui était totalement faux. J'étais en France de manière tout à fait normale. Alors, si vous avez 2 minutes, je vous explique. Ah non, mais au contraire, je vous donnerai votre avis parce que moi, C'est tout l'intérêt d'être sur Internet, c'est qu'on a le temps. Moi, je veux bien. La commission rogatoire en question, il l'a rédigée de mémoire, c'était, je crois, le 21 février 2013 ou 2014, je crois. Je ne sais plus exactement. C'est pas très important, mais ce qui est intéressant, c'est la date du 21 février. Et dans la commission rogatoire il écrit que j'ai été convoqué le 3 mars ou le 3 avril, et je ne sais plus quelle date. Enfin, postérieurement au 21 février, et que je ne me suis pas présenté. D'accord ? Ça, c'est important ce que je vous dis. Donc, mes avocats, quand ils ont vu ça, ils ont vu que c'était totalement faux. Et ils ont été le voir pour renégocier, parce que ma caution avait été augmentée. Elle avait été augmentée de 125 000 euros, elle était passée à 6 millions d'euros. Ah. Et ils ont essayé avec ce levier-là, de dire voilà, vous avez fait une connerie, ça peut arriver à tout le monde de faire une bêtise, on ne sait pas les raisons, c'est votre problème. Est-ce que vous êtes prêt à reconsidérer ça et on oublie cette histoire? Le juge, bien évidemment, le parquet national financier et tout ça, il en a décidé autrement. Il a dit non, moi je vais aller au bout de cette histoire, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, mes avocats ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? On peut porter plainte, on peut demander sa révocation. Je lui ai dit vas-y, faites-le. Mais moi, je savais très bien comment ça allait se terminer. J'ai dit écoutez, on est en France, il va être couvert par ses pairs. Faut pas rêver. Surtout le PNF.
Enfin, je veux dire, Dupond-Moretti, là, il va, on a suffisamment parlé. il va être couvert, ça c'est certain. D'ailleurs, Patrice Amar, c'est le procureur qui est contre Dupond-Moretti actuellement, qui a participé au... Enfin, c'était notre procureur qu'on a eu dans les pattes pendant des années. Donc, mes avocats lancent la procédure en France. Moi, j'ai pas de grands espoirs. Je pense pas que ça va aller loin. Par contre, moi, j'ai une autre idée. Je leur dis, moi, je vais prendre un avocat aux États-Unis et je vais l'attaquer pour parjure. D'accord. Et là, ça va être une autre histoire. Oui, puisque là-bas, ça marche. Oui. Là, ça va être une autre histoire. En France, il n'y a pas eu de problème. Comme je vous ai dit, la plainte, elle n'a pas abouti. On avait fait quand même une plainte contre lui pour faux en écriture publique. C'est criminel. On n'est plus en correctionnel pour un magistrat. C'est 15 ans. Hein. D'accord ? C'est très grave. C'est-à-dire, un magistrat qui commence à écrire des bêtises. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu C'est surtout que si on doit rendre la justice et qu'on a des méthodes de voyous, j'ai envie de dire, c'est... Voilà. C'est tout le problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? La raison qu'ils ont donnée, que monsieur le juge avait fait une erreur matérielle. Il a écrit comme ça. Alors, moi, je veux bien qu'il laisse partir. Droit à l'erreur. Moi, je veux bien... Non, l'erreur matérielle est peut-être vraie à partir du moment où il envoie une commission rogatoire où il a écrit quelque chose où il ne devait pas l'écrire. Mais par contre, quand le 21 février, il écrit que je ne suis pas venu en mars et en avril, il n'y a pas d'erreur. C'est antidaté. Il n'y a pas d'erreur matérielle. Il n'y a pas d'erreur. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'erreur. Il anticipe que je ne suis pas venu. On est dans Minority Report. Ouais. Vous voyez, Donc moi, aux États-Unis, j'ai lancé une procédure contre lui. Il a dû prendre des avocats américains pour se défendre contre moi. Oui. C'est-à-dire là, le jour où j'ai vu ça, c'était en pleine nuit, j'ai vu un mail arriver, comme quoi que mon avocat me prévenait qu'il a pris des avocats américains pour se défendre. Par contre, ce que j'ai jamais su, c'est si c'était lui qui avait payé de ses deniers ou bien le syndicat de la magistrature. Ça, j'ai jamais su, je saurais jamais. En note de frais, quoi. Bon, parce que c'est cher, ça a dû coûter au moins $50 000 cette histoire. C'est pas le même prix, les avocats là-bas, ici. Non, c'est clair. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça devenait très très chaud. Moi, j'avais fait publier, c'est dans la presse, un peu tapé, tout ça, vous le retrouverez. Moi, j'ai fait passer ça dans la presse, j'ai prévenu tous les avocats des dossiers dans lesquels, notamment les avocats HSBC, UBS, faites attention, on a affaire à un faussaire. On a un monsieur... Donc, j'ai commencé vraiment à mettre la pression. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ma femme était à Paris, ils l'ont interpellée, ils l'ont mis, même pas en garde à vue, ils l'ont directement incarcérée, en invoquant qu'elle était dans le recel de mes escroqueries. Ce qui est vrai pour tout le monde. Personnelle. Non, quoi. Mais ce qui est vrai pour tous les gens qui sont dans des délits de ce type de nature, ou même les femmes de trafiquants de stupéfiants, tout ça. Complètement. Mais ils le font jamais. Bon, la femme, le mari, il fait des conneries. La femme, elle est là, elle va le voir en prison. Là, si vous voulez. Et le deal, c'était quoi ? C'était mon coco, t'arrêtes ton cirque là que tu es en train de faire aux États-Unis et on libère ta femme. Et c'est là où je me suis rendu, parce que j'étais pas en France, j'étais à l'étranger, j'étais en Israël. C'est à ce moment-là où je me suis rendu. Ma femme, en tout et pour tout, a fait 47 jours de détention, avec une caution aussi à la clé, et elle est sortie. Moi, je suis resté encore 9 mois en détention. Et à partir de ce moment-là, c'était plus la même personne. Donc finalement, tu disais que ce que vous avez fait est quelque chose de réparable, mais finalement pas forcément, quoi. Pas pour toi en tout cas. Non, c'est réparable pour les autres. Je peux réparer l'État, ce que j'ai l'argent, ça. mais les conséquences de cette histoire. Et pourtant, je me suis battu. J'étais pas dans mon mauvais droit, quoi. J'ai pas. Vous voyez, j'ai juste voulu dire, voilà, il m'a augmenté ma caution, c'était anormal parce qu'il pensait que j'avais un patrimoine de dingue aux États-Unis. Puis à la fin, quand il est revenu, il a vu que c'était pas vrai. Donc j'avais raison sur toute la ligne. Les magistrats français l'ont couvert, mais ça, je m'y attendais. Il y a pas de problème. Et ma femme, voilà, elle s'en est pas remise et notre couple a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vous voyez, la prison, c'est vrai, il y a l'enfermement, mais il y a aussi tous les dommages collatéraux. Et ça fait partie des dommages collatéraux qui sont là pour le coup, c'est irréparable. Des séquelles mentales, des charges mentales et morales. Et affectives. Oui. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu aurais une baguette magique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Alors, en dehors d'être... Une baguette magique... En dehors de, déjà, je suppose, de sortir de cette histoire. Sincèrement, si j'avais une baguette magique, si je pouvais remonter le temps... Sans remonter le temps. Même, tu as une baguette magique, tu peux tout faire là, aujourd'hui, maintenant. Au présent. Toi, oui. Au présent. Ah, oui. Sans vouloir remonter. Mais tu peux quand même changer. J'aimerais vraiment qu'on me fasse confiance pour mettre des systèmes anti-fraude en place. Bah ouais. Voilà, qu'on me laisse cette chance.
L'appel est passé, hein, n'hésitez pas du coup à clipper pour ça, justement ça, parce que je pense que t'es bien placé. Moi j'admire toujours l'intelligence. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que dans cette histoire, il y a quand même avant tout de l'ingéniosité. Et c'est là-dessus où je trouve ça, en tout cas, passionnant. Moi, j'ai envie vraiment de te souhaiter ça et puis de te remercier d'être venu chez nous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as envie de rester avec nous pour la suite. On va parler de technologie et de jeux vidéo. Mais tu es le bienvenu si tu veux rester. Merci, on te laisse aussi l'opportunité de pouvoir passer à autre chose. Merci pour votre accueil et ça a été un très bon moment, très sympa. J'ai pu m'exprimer, dire tout ce que je pouvais. C'est l'intérêt de ça. Retrouver en tout cas l'affaire de Grégory Izaoui, son histoire, sa vie, ce qu'il a vécu sur Netflix. Du coup, c'est totalement disponible depuis le 3 novembre. Et bientôt le film. Et bientôt. Non, c'est pas fait. C'est trop tôt encore, mais. Voilà, si vous pouvez nous souhaiter un truc sympa, ça quand vous allez sortir, là, vous allez croiser un autre producteur là, qui s'appelle Carlos. Vous verrez, il a des grandes idées. Vous cherchez un réalisateur. Mais c'est vrai que c'est vrai. Et puis alors David aussi est un grand réalisateur aussi de fiction. Aussi quand même, t'as gagné quand même beaucoup de prix quand même, je tiens à le dire. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir les films de David, il y a Georges, magnifique film Georges avec Guillaume thriller Briat, où tout bascule en 7 minutes en temps réel. Oui, en 7 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Guillaume Briat qui joue aussi dans Camelot. Et puis aussi c'est Eiffel Indésirable. C'est une comédie. C'est une comédie qui est... Vous connaissez l'histoire des pyramides du Louvre? Alors, ça m'intéresse. On parlait tout à l'heure d'argent public. J'ai pensé, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça ne se savait pas. Non. C'est que François Mitterrand, à l'époque, il avait une liaison avec Anne Pajot, la mère de Mazarine, qui était conservatrice au Louvre. Et elle avait une passion folle pour l'art égyptien. D'accord. Donc, par amour pour elle, il lui a fait les... c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a fait appel du coup au fameux... Moi, je sais juste que c'est un architecte asiatique. Mais ça, c'est à l'époque, c'est fait effectivement une polémique esthétique, on va dire, mais je connaissais pas cette explication. Voyez, moi, personnellement, je trouve... Moi, quand j'aime une femme, je lui donne tout. J'aurais été capable de faire un truc pareil, vous voyez, sans sourciller. Mais c'est votre argent, quoi. Vous voyez, c'est ça, oui. Non, mais attendez, on peut aller très loin. J'en dis une dernière pour conclure là-dessus. Faut jamais oublier, tu sais, le pont qui relie la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Il y a un pont, un énorme pont, je crois qu'il s'appelle le pont Charles de Gaulle. Nos amis geeks pourront fact-checker en même temps. C'est le chemin vert, la ligne verte, là, non Non, c'est pas la ligne verte. Vraiment, tu as la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. C'est un énorme pont. Okay. C'est celui de ça. Et en fait, quand ils l'ont construit, il a coûté une fortune. C'est un pont, je crois de mémoire, il a coûté entre 15 et 20 millions d'euros. Pour dire, c'est quand même beaucoup d'argent public. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu enquête exclusive, ou je sais plus quelle... Ils ont posé une caméra pour regarder le nombre de voitures qui l'empruntaient. Il y avait 3 voitures par jour qui l'empruntaient, parce que c'était un non-sens. Ça s'appelle, ce pont. En termes d'initié, une décaisse. Ça s'appelle faire une décaisse. Une décaisse, d'accord, voilà. Et du coup, ils ont fait exprès de mettre un pont en sens unique pour que tout d'un coup, on soit obligé de le prendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un trafic de fou dans le coin, juste pour ça, parce que du coup, les pouvoirs publics étaient vexés d'avoir fait ce pont qui sert à rien. Et je crois qu'ils appellent en plus le pont Charles de Gaulle. Donc, et c'est pour ça que la France, c'est le pays des sens giratoires, hein, des ronds-points. Alors que nous, on cherche de l'argent à tout prix pour faire nos films, nos créations. Et on voit en fait qu'ils vont chercher le fils du gars du bar à Nénès qui fait un peu de ferronnerie. Et ça coûte 20 millions pour faire le truc moche au milieu. Tu sais quel est le prix moyen d'un rond-point en France? Le prix moyen d'un rond-point, 5 millions d'euros. Et oui. Voilà. Et s'ils ne les dépensent pas, ils ont moins l'année d'après. Il n'y a que 3 compagnies en France qui les fabriquent. Mais donnez pour la culture, s'il vous plaît. C'est ça. Non, mais bon, enfin, il y a beaucoup de sens. Et blague à part, parce que j'ai un copain qui s'est amusé à compter le nombre de ronds-points qu'il y a entre Tours et Paris par la nationale. Il y en a 280. Hallucinant. 280 ronds-points. Voilà, vous l'avez, vous pourrez regarder. C'est là-dessus. Est-ce que tu sais le rond-point le plus dangereux de toute la France? Charles de Gaulle, l'étoile. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de priorité. C'est celui où l'intelligence artificielle, enfin le machine learning. C'est chacun pour sa gueule. Il faut savoir que même les Anglais détestent en fait. Non, mais les étrangers qui viennent, ou même les provinciaux qui viennent, ils ont beaucoup de mal avec. Non, mais les Anglais ont d'ailleurs fait une étude de savoir pourquoi il y a si peu d'accidents au rond-point le plus dangereux, selon eux, de toute la France. Et ben ils n'ont toujours pas la réponse. Et d'ailleurs, il y a peut-être plus d'accidents quand ils ont fait l'installation de cristaux, parce que tout
tout le monde regardait peut-être le truc. oui, non, ça c'est sûr. En tout cas, Instant Geek continue. Grégory, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Vraiment, et puis on espère. Je pense qu'à la limite, quand on aura besoin justement, même à la limite d'expertise justement Avec plaisir. sur ça, on sera très content de te réinviter pour que tu nous parles et d'avoir ta vision en tout cas. Merci à toi, Grégory. Merci Xavier. À très bientôt. Merci. On fait une petite pause. On continue comme vous voulez. J'allais dire, allons-y. Si vous voulez faire une petite pause, allons-y. Prenons 2 minutes alors à ce moment-là. À tout de suite. Bah oui. Yeah.